La cuisinière a été renvoyée pour empoisonnement et le millionnaire a vu son collier, le même qu'il avait offert à son amour de jeunesse avant de disparaître il y a 25 ans. Les larmes d'Élodie tombèrent sur le carrelage immaculé de la cuisine du domaine des Lemoine, chaque goutte résonnant comme un coup de marteau dans le silence pesant qui s'était installé depuis l'accusation. Ses mains tremblaient, tandis qu'elle rangeait ses derniers effets personnels dans un sac en toile usée, son tablier brodé, quelques recettes manuscrites, et la petite photo de sa fille Sophie qu'elle gardait toujours près d'elle. 25 ans de service irréprochable, et voilà comment ça se termine, murmura-t-elle en essuyant ses joues du revers de la main. Madame Dubois, la gouvernante en chef, évitait son regard. Elles avaient travaillé côte à côte pendant 3 ans, partageant les petits ragots du personnel et les confidences du quotidien. Mais aujourd'hui, même cette femme qui l'avait toujours défendue gardait le silence, les yeux fixés sur ses chaussures vernies. « Je n'ai jamais je n'aurais fait de mal à Monsieur Édouard. » chuchota Élodie, sa voix se brisant sur chaque mot. « Vous le savez bien, Madame Dubois. Vous m'avez vu préparer ces repas avec soin, jour après jour. » La gouvernante hocha imperceptiblement la tête, mais ne dit rien. Les ordres étaient clairs. Élodie Martel devait quitter les lieux immédiatement. L'empoisonnement du maître de maison était un scandale que la famille Lemoine ne tolérerait pas, et quelqu'un devait payer. Élodie referma son sac d'un geste las. 3 ans qu'elle travaillait dans cette demeure, 3 ans où elle avait réussi à se fondre dans le décor, invisible et efficace. Jamais elle n'avait imaginé que ce travail l'amènerait si près de lui. Le bruit de pas précipités dans le couloir la fit sursauter. Édouard Lemoine apparut dans l'encadrement de la porte, le visage encore pâle de sa récente mésaventure. À 58 ans, il portait son âge avec une élégance naturelle, ses cheveux grisonnants soigneusement coiffés, sa démarche assurée malgré les événements. « Madame Dubois, laissez-nous » ordonna-t-il d'une voix grave. La gouvernante s'éclipsa sans demander son reste, ses talons claquant sur le marbre du hall. Élodie se raidit, s'attendant à des reproches, à de la colère, peut-être même à des menaces. Mais Édouard la regardait avec une expression indéchiffrable, ses yeux d'un bleu acier scrutant son visage comme s'il cherchait à percer un mystère. « Regardez-moi » dit-il simplement. Élodie leva les yeux vers lui, et quelque chose dans son regard la fit frémir. Il y avait là une intensité qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant, une familiarité troublante qui la mettait mal à l'aise. « Votre collier » murmura-t-il soudain, le souffle court, instinctivement. Élodie porta la main à son cou, effleurant le délicat bijou qu'elle ne quittait jamais. Les perles nacrées brillaient doucement dans la lumière tamisée de la cuisine, et au centre, le petit papillon doré semblait danser à chaque battement de son cœur affolé. Édouard fit un pas vers elle, et elle vit ses yeux s'écarquiller, ses lèvres trembler imperceptiblement. « Où avez-vous eu ce collier ?» Sa voix n'était plus qu'un souffle. « C'est un héritage de famille », balbutia-t-elle, reculant d'un pas, mais Édouard ne l'écoutait plus. Il fixait le papillon doré avec une intensité qui frisait l'obsession, et Élodie vit ses mains se crisper le long de son corps. « Paloma » chuchota-t-il, si bas qu'elle crut avoir rêvé. Ce nom qu'elle n'avait plus entendu depuis 26 ans, ce nom qui avait été le sien, autrefois, dans une autre vie. Le temps sembla s'arrêter dans la cuisine silencieuse. Élodie sentit le sol se dérober sous ses pieds, et les souvenirs affluèrent malgré elle, comme une digue qui cède sous la pression. Édouard avait 22 ans, elle en avait 17, il était l'héritier du domaine. Elle était la fille de la couturière du village, leur amour était impossible, mais il s'en moquait. Il lui avait offert ce collier pour ses 18 ans, dans le petit pavillon, au fond du parc. « Un papillon pour ma libellule », avait-il murmuré en attachant le fermoir dans son cou. Libre comme l'air, belle comme le jour. Ils avaient refait l'amour cette nuit-là, tendrement, passionnément, sans savoir que c'était la dernière fois. « Monsieur Lemoine », elle essaya de parler, mais sa voix se brisa. Il s'approcha encore, lentement, comme on approche un animal blessé. Ses yeux ne quittaient pas le collier, et elle vit qu'il s'était empli de larmes. « Vous ressemblez à... J'ai connu quelqu'un qui... » Il s'interrompit, secoua la tête. « Non, c'est impossible. Elle est morte depuis si longtemps. » Élodie sentit sa gorge se serrer. Morte, c'est ce qu'elle avait voulu qu'il croie, ce qu'il fallait qu'il croie pour que Sophie et elle restent en vie.
« Je dois partir », dit-elle précipitamment, attrapant son sac. Mais quand elle voulut passer devant lui, Édouard tendit le bras, lui barrant le passage sans la toucher. « Attendez, s'il vous plaît. » Il y avait dans sa voix une supplique qui lui fendit le cœur. Combien de fois avait-elle rêvé de ce moment? Combien de nuits avait-elle imaginé leur retrouvaille? Mais jamais elle n'avait pensé que ce serait dans ces circonstances, avec cette accusation qui pesait sur elle comme une épée de Damoclès. « Je vous en prie, laissez-moi passer », chuchota-t-elle. Édouard la regarda longuement, et elle vit qu'il luttait contre lui-même. Tiraillé entre la raison et un espoir fou qui renaissait. « Ce collier, où l'avez-vous vraiment eu? Je vous l'ai dit, ma famille, votre nom de famille, avant votre mariage. » Élodie hésita. Mentir était devenu une seconde nature, une protection vitale. Mais sous ce regard, elle se sentait redevenir la jeune fille de 17 ans qui n'avait jamais su lui résister. « Martel », dit-elle finalement. « Élodie Martel. » Elle vit la déception traverser son visage, et quelque chose en elle se brisa. Il hocha la tête, fit un pas de côté. « Pardonnez-moi, vous me rappelez. Peu importe, le passé est le passé. » Élodie passa devant lui sans un mot, sa gorge nouée par l'émotion. Arrivée à la porte, elle se retourna une dernière fois. Édouard était resté immobile au milieu de la cuisine, les épaules voûtées, le regard perdu dans le vide. « Monsieur le moine ?» Il leva les yeux vers elle. « Je suis désolée, pour tout. » Elle sortit dans le couloir, ses pas résonnant dans le silence de la demeure. Derrière elle, elle entendit Édouard murmurer quelque chose qu'elle ne put saisir, mais qui ressemblait étrangement à « Moi aussi, ma libellule, moi aussi ». Le petit appartement d'Élodie sentait encore la lavande et le pain grillé quand elle poussa la porte, épuisée par cette journée qui avait tout changé. Ses mains tremblaient encore en posant son sac sur la table de la cuisine. Cette même table où elle avait tant de fois partagé le petit déjeuner avec Sophie avant que sa fille ne parte étudier le droit à Paris. Elle s'effondra sur une chaise, le collier de perles pesant lourd sur sa poitrine. 26 ans. 26 longues années depuis qu'elle avait fui cette maison, enceinte et terrorisée, pour sauver sa vie et celle de l'enfant qu'elle portait. Tout avait basculé un soir d'octobre 1989. Paloma, car c'était encore son nom à l'époque, avait découvert sa grossesse le matin même, le cœur battant. Elle avait couru vers le pavillon du parc où Édouard l'attendait comme chaque soir depuis des mois. « Un bébé » avait-il murmuré, ses yeux s'illuminant d'une joie pure. « Notre bébé » Il l'avait prise dans ses bras, l'avait fait tournoyer en riant, parlant déjà de mariage, d'avenir, de bonheur. Ils étaient si jeunes, si naïfs, ils croyaient que l'amour suffisait à tout. Mais Jacqueline Lemoine avait d'autres projets pour son fils. Élodie ferma les yeux, se laissant emporter par les souvenirs douloureux qui remontaient à la surface malgré elle. 3 jours après leur conversation dans le pavillon, Inès, la vieille gouvernante qui l'avait pratiquement élevée depuis la mort de sa mère, était venue la voir en pleine nuit. Ses yeux étaient rouges de larmes, ses mains tremblaient. « Il faut partir, ma petite, tout de suite. » Partir. Mais pourquoi, Édouard et moi? Madame Jacqueline sait tout. Pour le bébé, elle a engagé des hommes, Paloma, des hommes qui... Inès n'avait pas pu finir sa phrase, mais son regard disait tout. Elle veut me tuer. Elle ne permettra jamais qu'une fille comme toi hérite de quoi que ce soit des Lemoine. Elle préférerait voir son fils mort plutôt que marié à la fille de la couturière. Élodie ouvrit les yeux, revenant brutalement au présent. À 43 ans, elle portait encore les cicatrices de cette nuit terrifiante, où elle avait dû choisir entre l'amour et la survie. Inès avait tout organisé. Un ami de son défunt mari, un homme qui avait ses entrées dans les milieux troubles de Marseille, lui avait procuré de faux papiers. Élodie Martel était née cette nuit-là, dans une voiture qui l'emmenait vers une nouvelle vie. Elle avait accouché seule, dans une petite clinique de Montpellier, serrant le collier d'Édouard contre son cœur pendant que Sophie venait au monde. Le médecin lui avait demandé le nom du père pour l'acte de naissance. Inconnu, avait-elle murmuré, les larmes aux yeux. Mensonge nécessaire, mensonge vital. Pendant des années, elle avait vécu dans l'ombre, changeant de ville tous les 2 ou 3 ans, travaillant comme domestique dans de grandes maisons bourgeoises. L'argent qu'elle gagnait, elle l'envoyait religieusement à Inès, qui élevait Sophie en lui racontant que ses parents étaient morts dans un accident de voiture. « Maman travaille très loin », disait la vieille gouvernante à la petite fille.
qui grandissait sans comprendre pourquoi sa mère ne pouvait jamais venir la voir, Élodie se leva, se dirigea vers le petit secrétaire où elle gardait ses souvenirs les plus précieux. Au fond d'un tiroir secret, elle sortit une boîte en métal qui contenait toutes les lettres que Sophie lui avait écrites au fil des années. « Chère maman, j'ai eu mon bac avec mention. Inès dit que tu serais fière de moi. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu reviendras bientôt? Maman, je commence mes études de droit. Je veux devenir avocate pour aider les gens. Inès dit que j'ai hérité de ton sens de la justice. J'aimerais tellement te connaître. Maman, Inès est malade. Les médecins disent moi qu'elle n'en a plus pour longtemps. Elle me parle souvent de toi, mais elle refuse de me dire où tu es. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'empêche de rentrer? » La dernière lettre datait de 3 ans, celle où Sophie lui annonçait la mort d'Inès et sa décision de rester dans la région pour terminer ses études. C'était le signal qu'Élodie attendait. Plus personne ne pouvait faire le lien entre Paloma Petit et Élodie Martel. Elle pouvait enfin rentrer chez elle. Elle avait postulé au domaine des Lemoine, sans savoir qu'Édouard vivait encore là, dans ses rêves les plus fous. Elle avait imaginé qu'il était parti, qu'il avait fondé sa propre famille ailleurs. Mais le destin en avait décidé autrement. Son téléphone vibra, l'attirant de ses pensées. Un message de Sophie. « Maman, j'ai vu les nouvelles sur l'empoisonnement au domaine des Lemoine. Tu travaillais là-bas, non? J'espère que tu vas bien. Je passe te voir ce week-end. Je t'aime. » Élodie sourit malgré ses larmes. Sophie, sa fille brillante, généreuse, qui avait grandi sans elle mais qui était devenue tout ce qu'elle avait espéré. À 25 ans, elle travaillait dans un prestigieux cabinet d'avocats parisiens qui, ironie du sort, comptait parmi ses clients le groupe Lemoine. Si seulement Sophie savait que l'homme qu'elle croisait parfois dans les couloirs du cabinet était son père. Si seulement elle savait que le sang qui coulait dans ses veines était celui des Lemoine. Cette famille qu'elle admirait de loin pour leur réussite et leur influence, Élodie rangea les lettres, referma la boîte. Demain, il faudrait qu'elle cherche du travail, qu'elle recommence à zéro, encore une fois. Mais ce soir, pour la première fois depuis 26 ans, elle s'autorisa à repenser à lui, à la façon dont ses yeux s'étaient écarquillés en voyant le collier, à sa voix brisée quand il avait murmuré le nom de Paloma. Il se souvenait, après toutes ces années, il se souvenait encore. Elle porta la main à son cou, caressa le petit papillon doré. « Un papillon pour ma libellule », avait-il dit autrefois. Elle avait gardé ce collier comme une promesse, comme un lien invisible, qui les reliait malgré la distance et le temps. Et maintenant qu'il l'avait presque reconnu, que devait-elle faire? La prudence lui dictait de partir, de s'éloigner encore, de protéger le secret qui avait sauvé leur vie. Mais son cœur, ce cœur qui n'avait jamais cessé de l'aimer, lui murmurait autre chose. Peut-être était-il temps que la vérité éclate. Peut-être était-il temps que Sophie connaisse enfin son père. Peut-être était-il temps que Paloma Petit ressuscite des cendres d'Élodie Martel. Isabelle Lemoine observait son reflet dans le miroir de sa coiffeuse, appliquant avec soin son rouge à lèvres rouge carmin. À 40 ans, elle avait conservé cette beauté glacée qui lui avait permis de séduire Édouard 10 ans plus tôt. Mais ce matin, ses gestes étaient nerveux, ses mains tremblaient légèrement. L'empoisonnement n'avait pas fonctionné comme prévu. « Merde !» murmura-t-elle en voyant le trait de rouge dépassé. Elle avait tout calculé, la dose de digitaline dans le plat principal, suffisante pour provoquer un malaise cardiaque grave, mais pas fatal. Elle n'était pas assez idiote pour commettre un meurtre au 1er degré. L'idée était de faire accuser cette domestique trop curieuse. Élodie, qui avait peut-être vu ou entendu des choses qu'elle n'aurait pas dû, mais Édouard s'en était sorti, et pire encore, il semblait obsédé par cette femme depuis son renvoi. Son téléphone vibra, un message de son détective privé. Sujet surveille toujours la maison d'Élodie Martel. Comportement inhabituel, demande d'instruction. Isabelle serra les dents. Depuis 3 jours, Édouard passait ses soirées dans sa voiture, garée en face de l'appartement de l'ancienne cuisinière. Il partait après le dîner et ne rentrait qu'aux premières heures de l'aube, le regard hanté. « Qu'est-ce que tu caches ?»« Mon cher mari » murmura-t-elle. Elle connaissait l'histoire de Paloma Petit, bien sûr. 10 ans de mariage avec Édouard lui avaient appris à décrypter ses silences, ses regards perdus, sa façon de toucher machinalement une petite boîte qu'il gardait dans son bureau. Elle avait fouillé, évidemment, et trouvé les photos, les lettres, les factures du détective qu'il payait encore pour retrouver cette femme morte depuis des décennies.
une obsession malsaine qui l'avait toujours agacée, mais qu'elle avait tolérée tant qu'elle restait un fantôme du passé. Jusqu'à maintenant. Madame. La voix de Sébastien dans le couloir la fit sursauter. « Entre, mon chéri !» Son fils apparut dans l'encadrement de la porte, élégant comme toujours dans son costume sur mesure. À 28 ans, Sébastien avait hérité de l'intelligence de son père et de la beauté de sa mère. Mais contrairement à ses parents, il possédait quelque chose de rare, une conscience morale. « Je pars au bureau, tu as des nouvelles de papa. Il n'était pas là au petit déjeuner. Il avait des rendez-vous tôt ce matin. » mentit Isabelle avec aisance. Sébastien fronça les sourcils. Depuis l'incident, il surveillait les allées et venues de ses parents avec une attention qui commençait à l'inquiéter. « Maman, il faut qu'on parle. »« De quoi, mon cœur ?»« Des comptes de l'entreprise. J'ai remarqué des virements bizarres, des sommes importantes vers des comptes offshore. » Isabelle se figea, sa main s'arrêtant à mi-chemin vers son poudrier. « Je ne vois pas de quoi tu parles. 3 millions d'euros en 6 mois. Vers des sociétés écrans aux îles Caïman, tu es au courant. » Le sang d'Isabelle ne fit qu'un tour. Comment avait-il découvert ces arrangements financiers ? Elle avait pourtant pris toutes les précautions, utilisé ses contacts dans les paradis fiscaux pour dissimuler l'argent qu'elle détournait progressivement de l'entreprise familiale. « Sébastien, tu te mêles de choses qui ne te regardent pas. L'entreprise familiale me regarde, maman, et si papa découvre, ton père ne découvrira rien du tout. » Sa voix était devenue cassante. Et toi non plus, d'ailleurs. Sébastien la regardait avec une expression qu'elle ne lui avait jamais vue. De la défiance, de la méfiance. « Qu'est-ce que tu as fait, maman ?» Isabelle se leva brusquement, renversant son tabouret. « Comment oses-tu m'interroger comme ça ? Je suis ta mère, et moi, je suis l'héritier de cette entreprise. J'ai le droit de savoir si... » « Tu n'hériteras de rien du tout si tu continues sur cette voie, » explosa-t-elle. Le silence qui suivit fut assourdissant. Sébastien la fixait, et elle vit dans ses yeux qu'elle venait de commettre une erreur monumentale. « Je vois, » dit-il calmement. « Donc il y a bien quelque chose à cacher. » Isabelle se reprit, força un sourire. « Sébastien, mon chéri, tu es fatigué. Ces derniers jours ont été éprouvants pour nous tous. Pourquoi ne prends-tu pas quelques jours de congé ? » ?»« Non, je vais au bureau, et je vais demander à Sophie Moreau de m'aider à éplucher tous les comptes. » Le nom fit l'effet d'une gifle à Isabelle. Sophie Moreau, cette jeune avocate brillante que Sébastien avait recrutée 6 mois plus tôt. Une fille sérieuse, intègre, exactement le genre de personne qu'Isabelle préférait éviter. Cette petite avocate. Pourquoi elle ? Parce qu'elle est compétente, et surtout parce qu'elle est extérieure à la famille. Elle ne cherchera pas à protéger qui que ce soit. Sébastien se dirigea vers la porte, puis se retourna. « Et maman, si je découvre que tu as fait quelque chose d'illégal, je n'hésiterai pas, famille ou pas. » Il sortit, laissant Isabelle seule avec ses démons. Elle s'effondra dans son fauteuil, la tête entre les mains. Tout s'écroulait. Édouard qui retrouvait peut-être des souvenirs de son premier amour. Sébastien qui enquêtait sur ses finances. Et maintenant cette Sophie Moreau qui allait fourrer son nez dans ses affaires. Il fallait qu'elle agisse. Vite. Elle attrapa son téléphone, composa un numéro qu'elle connaissait par cœur. « Allô, c'est moi. J'ai besoin de toi. »« Isabelle, qu'est-ce qui se passe ?» La voix de Jacqueline Lemoine était faible, fatiguée. À 78 ans, la matriarche de la famille vivait recluse dans l'aile ouest du domaine, officiellement à cause de sa santé déclinante, officieusement parce qu'elle ne supportait plus de voir ce qu'était devenue sa famille. « Il faut qu'on se parle. » Tout de suite. Je ne reçois plus personne, tu le sais bien. C'est à propos d'Édouard et de Paloma Petit. Le silence à l'autre bout du fil fut éloquent. Tu es folle de prononcer ce nom au téléphone. Elle est revenue, Jacqueline. Elle travaillait ici, sous nos nez, sous le nom d'Élodie Martel. Un bruit sourd, comme si le téléphone était tombé. Jacqueline, c'est impossible. Elle est morte. J'ai vérifié moi-même. Eh bien, tes vérifications étaient fausses. Édouard l'a reconnue, il passe ses nuits devant chez elle, il faut qu'on agisse avant qu'il découvre la vérité. Quelle vérité ? Elle n'a jamais rien su de... Tu en es sûre ? Vraiment sûre ? Nouveau silence. Viens me voir ce soir, après minuit. Assure-toi que personne ne te suive. Et pour Sébastien, il enquête sur mes finances. Une chose à la fois, Isabelle. Une chose à la fois. La ligne se coupa. Isabelle rangea son téléphone, ses mains tremblant légèrement. Elle avait ouvert la boîte de Pandore en parlant de Paloma à Jacqueline.
Mais elle n'avait plus le choix. Trop de secrets remontaient à la surface. Trop de menaces pesaient sur sa position. Il était temps de jouer son va-tout. Édouard gara sa Mercedes noire à 100 mètres de l'immeuble d'Élodie. Comme il l'avait fait chaque soir depuis sa démission, ses mains agrippèrent le volant, ses jointures blanches trahissant la tension qui l'habitait depuis 3 jours. Il se sentait ridicule, pathétique même. Mais il ne pouvait pas s'en empêcher. Ce collier, ce maudit collier qui hantait ses nuits. Il ferma les yeux, revoyant pour la 1000e fois la scène dans la cuisine, la façon dont elle avait porté instinctivement la main à son cou quand il avait mentionné le bijou, la panique dans ses yeux quand il avait murmuré le nom de Paloma. « Tu deviens fou, Édouard », murmura-t-il à voix haute. Mais au fond de lui, une petite voix insistait. Et si Paloma n'était pas morte? Et si elle avait survécu? Et qu'elle était revenue vers lui sous une autre identité? L'idée était folle, impossible. Il avait fait des recherches pendant des années après sa disparition, l'accident de voiture, le corps carbonisé qu'on n'avait jamais pu identifier formellement, les témoins qu'il avait vu partir ce soir-là. Tout concordait. Pourtant, il sortit de sa voiture, ajusta sa veste et se dirigea vers l'immeuble. Cette fois, il n'allait pas rester à distance. Cette fois, il allait avoir des réponses. L'immeuble était modeste, propre mais vieillissant. Il chercha le nom sur les boîtes aux lettres. E, Martel, 3e étage. Ses doigts tremblaient en appuyant sur la sonnette. Oui, sa voix, cette voix qu'il aurait reconnue entre 1000, même après 26 ans. C'est Édouard Lemoine. Il faut qu'on parle. Silence, long, pesant, chargé d'émotions indicibles. Monsieur Lemoine, s'il vous plaît. Il y avait tant de supplications dans ces 3 mots qu'Élodie ne put refuser. Le bourdonnement de la porte d'entrée retentit et Édouard gravit les marches 4 à 4, son cœur battant comme celui d'un adolescent. Elle l'attendait sur le palier, en robe de chambre, ses cheveux détachés tombant sur ses épaules, dans la lumière tamisée du couloir. Elle paraissait plus jeune, plus fragile et terriblement familière. « Entrez », dit-elle simplement. L'appartement était petit mais chaleureux, décoré avec goût malgré des moyens modestes. Des livres partout, des photos sur les étagères, l'odeur de la lavande qui flottait dans l'air, et au-dessus de la cheminée, un portrait d'une jeune femme aux yeux sombres et au sourire radieux. Édouard s'immobilisa devant la photo. « Votre fille, Sophie, elle a 25 ans. 25 ans. » L'âge qu'aurait eu son enfant avec Paloma. Il se retourna lentement vers Élodie, qui se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, comme pour se protéger. « Regardez-moi », dit-il, sa voix à peine audible. « Monsieur Lemoine, regardez-moi. » Elle leva les yeux vers lui, et ce qu'il vit le fit chanceler. Ses yeux noisettes avec des paillettes dorées, cette façon de plisser légèrement le nez quand elle était émue, cette petite cicatrice presque invisible au coin de la bouche. « Mon Dieu !» chuchota-t-il. « Mon Dieu, c'est bien toi. » Élodie, Paloma, ferma les yeux, les larmes roulant silencieusement sur ses joues. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. Arrête !» Il fit un pas vers elle. « Arrête de mentir. Je te reconnais, tes yeux, ta voix, cette façon que tu as de te mordre la lèvre quand tu es nerveuse. Tu peux changer de nom, de coiffure, mais tu ne peux pas changer ça. » Elle ouvrit les yeux, et il y vit une douleur si profonde qu'elle lui coupa le souffle. « Paloma !» murmura-t-il. « Paloma est morte il y a 26 ans. » « Non. » Il la saisit par les épaules. « Non. Elle est là, devant moi, ma libellule, mon amour. Tu es là. » Elle se dégagea brusquement, recula jusqu'à la fenêtre. « Ne me touche pas. Tu n'as pas le droit. Pas le droit. Pas le droit. Tu disparais du jour au lendemain. Je te cherche pendant des années. Je pleure ta mort. Et toi, tu réapparais dans ma cuisine comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. » Sa voix monta d'un cran. « Tu crois que ça a été facile. Tu crois que j'ai eu le choix. Quel choix? De quoi tu parles ?» Paloma le regarda longuement, pesant le pour et le contre. 26 ans de silence. 26 ans de mensonges et de protection. Mais face à lui, face à cet homme qu'elle n'avait jamais cessé d'aimer, les mots sortirent comme un torrent. « Ta mère, ta chère mère a voulu me faire tuer. » Édouard recula comme s'il avait reçu une gifle. « Quoi? J'étais enceinte, Édouard. Enceinte de toi. Et quand Jacqueline l'a appris, elle a engagé des hommes pour m'éliminer. C'est impossible.
Maman ne ferait jamais, jamais, Paloma rit amèrement. Ta précieuse maman était prête à tout pour empêcher que la fille de la couturière hérite de la fortune des Lemoine. Heureusement qu'Inès m'a prévenue. Inès, elle a tout organisé. Les faux papiers, la fuite, la nouvelle identité. Elle m'a sauvé la vie. Édouard s'effondra dans un fauteuil, la tête entre les mains. Enceinte. Tu étais enceinte. J'ai accouché seule, Édouard. Complètement seule, en me cachant comme une criminelle. Il leva les yeux vers elle, et elle vit qu'il venait de comprendre. Sophie, c'est ta fille, notre fille. Le silence qui suivit fut assourdissant. Édouard regardait alternativement Paloma et la photo au-dessus de la cheminée, essayant d'assimiler cette révélation qui bouleversait tout. Une fille. J'ai une fille. Tu as une fille remarquable, brillante, généreuse, courageuse. Elle travaille dans un grand cabinet d'avocats à Paris. Elle ne sait rien de toi, rien de nous, pour elle. Son père est mort dans un accident. Édouard se leva, s'approcha de la photo. Maintenant qu'il savait, la ressemblance lui sautait aux yeux. Les yeux, la forme du visage, cette façon de sourire qu'il reconnaissait dans son propre reflet. Pourquoi ne pas m'avoir dit qu'elle existait et risquer qu'elle subisse le même sort que moi? Jamais. Maman n'aurait jamais. Ta mère est un monstre, Édouard. Elle était prête à tuer pour préserver sa lignée pure. Tu crois qu'elle aurait hésité une seconde à s'en prendre à une enfant? Édouard se retourna vers elle, ses yeux brillants de larmes. 25 ans. J'ai raté 25 ans de sa vie. Ses premiers pas, ses premiers mots, ses chagrins, ses joies. Et tu crois que ça a été facile pour moi? Tu crois que je n'ai pas souffert de la voir grandir en me demandant chaque jour quand papa rentrerait à la maison? Il se faisait face maintenant, séparé par quelques mètres et 26 années de douleur. Je t'ai cherché partout, murmura-t-il. Partout, j'ai engagé des détectives. J'ai fouillé chaque hôpital, chaque morgue. Je sais, Inès me tenait au courant. Et tu ne dis rien. Tu me laisses me consumer de douleur pendant des décennies, pour te protéger, pour nous protéger. Tu ne comprends donc pas. Tant que Jacqueline était vivante, nous étions en danger. Elle a 78 ans. Paloma, elle est grabataire. Elle respire encore, c'est bien suffisant. Édouard la regardait, et soudain, toutes les pièces du puzzle se mirent en place. C'est pour ça que tu es revenu, maintenant que tu crois qu'elle ne peut plus rien faire. Paloma hocha la tête. Inès est morte il y a 3 ans. Sophie est adulte, elle peut se défendre. J'ai pensé que je pouvais enfin rentrer chez moi. Chez toi? Elle le regarda droit dans les yeux. Chez nous, Édouard. Tu es mon chez-moi. Tu l'as toujours été. Le lendemain matin, Édouard poussa les portes de l'aile ouest du domaine avec une détermination qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Ses pas résonnaient dans le couloir silencieux qui menait aux appartements de sa mère. Chaque écho amplifiant sa colère grandissante, Jacqueline Lemoine l'attendait dans son salon privé, installé dans son fauteuil roulant face à la grande baie vitrée qui donnait sur les jardins. À 78 ans, elle conservait encore cette prestance glacée qui avait fait trembler la haute société pendant des décennies, mais son corps trahissait désormais sa fragilité. « Bonjour, Édouard. Tu es matinal. » Sa voix était calme, trop calme, comme si elle savait déjà pourquoi il était là. « Il faut qu'on parle. »« Maman, je m'en doute. Asseyons-nous civilement. »« Non. » Il claqua la porte derrière lui. « Cette fois, tu vas me dire la vérité, toute la vérité. » Jacqueline tourna lentement son fauteuil vers lui, et il vit dans ses yeux cette lueur froide qu'il connaissait si bien. Elle n'avait pas changé. Malgré l'âge, malgré la maladie, elle était toujours cette femme impitoyable qui dirigeait sa famille d'une main de fer. La vérité sur quoi, mon fils? Sur Paloma Petit? Le nom tomba comme une pierre dans l'eau calme du salon. Jacqueline ne broncha pas, mais Édouard vit ses doigts se crisper sur les accoudoirs de son fauteuil. Cette fille est morte depuis longtemps. Pourquoi remuer le passé? Parce qu'elle n'est pas morte. Il s'approcha d'elle, ses yeux brillants de colère. Elle a travaillé ici, sous nos yeux, pendant 3 ans. Tu le savais. Bien sûr que je le savais. La simplicité de cet aveu le stupéfia. Tu le savais. Je savais qu'Élodie Martel était Paloma Petit dès le premier jour. Tu me prends pour une idiote. Édouard recula, comme si elle l'avait frappé. Et tu n'as rien dit. Pendant 3 ans, tu l'as laissée travailler ici en sachant qui elle était.
Jacqueline eut un petit sourire cruel. J'ai trouvé ça amusant. Cette petite dinde qui se croyait maligne avec sa nouvelle identité, qui servait à table sans que tu la reconnaisses, l'ironie était délicieuse. Tu es malade. Je suis pragmatique, tant qu'elle restait à sa place, qu'elle ne cherchait pas à reprendre contact avec toi. Elle ne représentait aucun danger. Une domestique comme une autre. Une domestique. Édouard explosa. C'est la femme que j'aimais, la mère de ma fille. Ta fille. Jacqueline rit, un son sec et coupant. Tu veux parler de cette avocate qui travaille pour nos concurrents, Sophie Moreau? Oh oui, je sais pour elle aussi. Édouard sentit le sol se dérober sous ses pieds. Comment? Tu crois vraiment que j'allais laisser une bâtarde porter le nom des Lemoine sans la surveiller? J'ai des yeux et des oreilles partout, mon fils. Cette fille était suivie depuis sa naissance. Suivie? Surveillée, disons, pour m'assurer qu'elle ne découvrirait jamais ses origines, jusqu'à présent. Ça marchait plutôt bien. Édouard s'effondra dans un fauteuil, submergé par l'ampleur de la manipulation de sa mère. Pourquoi? Pourquoi tout ça? Jacqueline se redressa dans son fauteuil, retrouvant soudain cette autorité qui l'avait caractérisée toute sa vie, pour protéger notre famille, pour préserver ce que nous avons construit. Tu étais jeune, stupide, aveuglé par tes hormones. Tu allais épouser Seth moins que rien, et lui donner la moitié de notre fortune. Je l'aimais. L'amour. Elle cracha le mot comme s'il était toxique. L'amour ne nourrit pas les empires, Édouard. L'amour ne préserve pas les lignées. Cette fille t'aurait ruiné. Alors tu as décidé de la faire tuer. Jacqueline haussa les épaules avec un détachement glaçant. J'ai pris les mesures nécessaires. Malheureusement, cette idiote d'Inès l'a prévenue. Malheureusement, tu parles de meurtre comme s'il s'agissait de tailler les rosiers. Ne sois pas si dramatique. Un problème, une solution. C'est comme ça que fonctionne le monde réel. Édouard la regardait avec un dégoût croissant. Cette femme qui l'avait élevée, qui lui avait enseigné les valeurs familiales, l'honneur du nom, cette femme était un monstre. Et papa savait. Jacqueline eut un moment d'hésitation, si bref qu'il l'aurait raté s'il n'avait pas scruté son visage. Ton père était faible, sentimental, comme toi. Il savait et il était contre. Il n'avait pas le choix. Qu'est-ce que tu lui as fait? Nouveau silence, plus long cette fois. Jacqueline regardait par la fenêtre, comme si les jardins pouvaient lui souffler la réponse. Papa est mort d'une crise cardiaque quand j'avais 15 ans, insista Édouard. Subite, inexpliquée, ton père était malade. Maman, qu'est-ce que tu as fait à papa? Elle se tourna vers lui, et pour la première fois, il vit dans ses yeux quelque chose qui ressemblait à de la vulnérabilité. Il allait tout révéler, à toi, à la police. Il ne supportait pas l'idée qu'on ait pu s'en prendre à cette fille. Il disait que c'était un meurtre, que nous étions des criminels. Mon Dieu, il fallait que je protège la famille. Tu ne comprends donc pas? Tout ce que j'ai fait, c'était pour vous, pour toi. Tu as tué papa. Je l'ai empêché de nous détruire. Sa voix monta, perdant pour la première fois son contrôle légendaire. Il était prêt à tout avouer. Notre nom aurait été sali, notre fortune confisquée. Toi, tu aurais fini en prison. Comment? Comment tu l'as tué? Jacqueline ferma les yeux, comme si elle revivait cette nuit terrible. Digitaline, dans son thé du soir, il s'est endormi paisiblement. Aucune souffrance. La même chose que tu as utilisée contre moi il y a une semaine. Elle ouvrit les yeux, surprise. Comment tu croyais quoi? Que j'allais avaler ton histoire d'empoisonnement par Paloma? J'ai fait analyser mes cheveux, mes ongles. Les traces de digitaline étaient là, dans une concentration qui ne pouvait venir que d'un proche. Jacqueline hocha lentement la tête, presque admirative. Tu as toujours été plus intelligent que je ne le pensais. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Parce que tu devenais dangereux. Tu commençais à faire le rapprochement avec cette domestique. Il fallait que je trouve un moyen de l'éloigner définitivement, en m'empoisonnant, en créant un incident qui la compromettrait définitivement. Malheureusement, Isabelle a mal dosé. Isabelle, le sang d'Édouard ne fit qu'un tour. Isabelle était dans le coup. Cette petite ambitieuse me proposait ses services depuis des mois. Elle commençait à se douter pour ton obsession de Paloma. Elle avait peur de perdre sa position. Ma propre femme, ta femme qui t'aime à sa façon, qui voulait te protéger de tes propres démons. Édouard se leva, arpenta la pièce comme un fauve en cage. Vous êtes toutes les deux complètement folles. Nous sommes réalistes,
Et maintenant, mon fils, qu'est-ce que tu comptes faire ? Il s'arrêta devant elle, la regarda droit dans les yeux. Je vais réparer tes erreurs, je vais épouser Paloma, je vais reconnaître Sophie, et toi, tu vas payer pour ce que tu as fait. Jacqueline eut un sourire triste. Tu crois vraiment que cette fille voudra encore de toi après tout ça ? Tu crois qu'elle acceptera de faire partie d'une famille de meurtriers ? Elle-même, elle t'aimait, il y a 26 ans. Aujourd'hui, tu n'es plus que le fils de la femme qui a voulu la tuer. Édouard quitta la pièce sans un mot de plus, laissant Jacqueline seule avec ses souvenirs et ses regrets. Dans le couloir, il croisa Isabelle qui arrivait visiblement pour leur rendez-vous secret. Leurs regards se croisèrent, et elle comprit immédiatement qu'il savait tout. Édouard. Il passa devant elle sans s'arrêter, ses pas résonnant dans le silence de la demeure familiale qui n'était plus qu'un tombeau rempli de mensonges et de sang. Sophie Moreau ferma son ordinateur portable d'un geste las, les chiffres dansant encore devant ses yeux fatigués. Il était près de minuit dans son bureau parisien, et elle venait de passer 12 heures à éplucher les comptes du groupe Lemoine à la demande de Sébastien. Ce qu'elle avait découvert la troublait profondément. 3 millions d'euros détournés en 6 mois, des virements vers des sociétés écrans, des factures gonflées, un système de blanchiment d'argent sophistiqué qui portait la signature d'Isabelle Lemoine. Son téléphone vibra, un message de sa mère. « Ma chérie, j'aimerais te parler ce week-end. C'est important. Je t'aime. » Sophie sourit malgré sa fatigue. Élodie, elle avait du mal à l'appeler maman après toutes ces années de séparation, semblait différente ces derniers temps, plus émotionnelle, plus présente, comme si quelque chose avait changé dans sa vie. Elle rangea ses dossiers dans le coffre-fort du cabinet, enfila son manteau et se dirigea vers la sortie. Le gardien de nuit la salua d'un hochement de tête habituel. « Encore tard ce soir, mademoiselle Moreau. Le travail ne s'arrête jamais, Robert. » Dans le métro qui la ramenait vers son petit appartement de Montparnasse, Sophie repensa à Sébastien Lemoine. Il y avait quelque chose chez cet homme qui l'intriguait. Contrairement à la plupart des héritiers qu'elle avait rencontrés, il semblait réellement soucieux de justice et d'intégrité. Quand il était venu la voir la semaine précédente avec ses soupçons sur les finances familiales, elle avait été frappée par sa sincérité. « Sophie, j'ai besoin de quelqu'un en qui j'ai confiance pour m'aider, quelqu'un qui ne soit pas compromis par les intérêts familiaux. Pourquoi moi ? Parce que vous êtes la personne la plus intègre que je connaisse. Et parce que j'ai l'impression qu'on peut se faire confiance. » Il avait raison. Malgré leurs différences sociales, ils avaient développé une complicité professionnelle qui évoluait doucement vers autre chose, quelque chose qu'elle n'osait pas encore nommer. De retour chez elle, Sophie se prépara une tisane et s'installa à son bureau personnel depuis la mort d'Inès 3 ans plus tôt. Elle avait entrepris de trier les affaires de sa grand-mère adoptive. La vieille dame avait accumulé une quantité impressionnante de documents, de photos, de lettres. Ce soir, poussée par une intuition qu'elle ne s'expliquait pas, elle décida de reprendre ses recherches. Il y avait quelque chose dans le comportement récent de sa mère qui l'intriguait. Une nervosité qu'elle ne lui connaissait pas. Elle sortit la dernière boîte qu'elle n'avait pas encore explorée, une vieille malle en bois que Inès gardait dans son grenier. Au fond, sous des napperons jaunis et des livres de recettes, ses doigts rencontrèrent une enveloppe Kraft scellée. Pour Sophie, à n'ouvrir qu'après ma mort. Inès. Sophie sentit son cœur s'accélérer. Pourquoi Inès lui avait-elle laissé une lettre secrète ? Qu'est-ce qui était si important qu'elle ne pouvait le révéler de son vivant ? Elle déchira l'enveloppe avec précaution. À l'intérieur, une lettre manuscrite et une série de photographies en noir et blanc. « Ma chère Sophie, si tu lis ces lignes, c'est que je ne suis plus de ce monde et que le moment est venu pour toi de connaître la vérité sur tes origines. Pardonne-moi de t'avoir menti pendant toutes ces années, mais c'était pour te protéger. Ta mère n'est pas morte dans un accident. Ta mère s'appelle Paloma Petit. Et elle est bien vivante. Elle a dû s'enfuir quand tu étais dans son ventre parce que des gens puissants voulaient vous faire du mal. Ces gens, ce sont les Lemoine, ton père. Sophie, c'est Édouard Lemoine, le même homme pour qui tu travailles aujourd'hui sans le savoir. » Sophie lâcha la lettre, ses mains tremblant violemment. Édouard Lemoine, son père, c'était impossible. Elle reprit la lettre d'une main fébrile. Jacqueline Lemoine a découvert que Paloma était enceinte et a voulu la faire assassiner pour préserver la pureté de sa lignée. J'ai aidé ta mère à fuir, à changer d'identité. Elle est devenue Élodie Martel pour vous protéger toutes les deux. Regarde les photos, ma petite. Tu y verras tes vrais parents, jeunes et amoureux.
avant que le monde ne les sépare. Sophie saisit les photographies d'une main tremblante. La première montrait un jeune homme aux yeux clairs tenant tendrement une adolescente brune. Elle reconnut immédiatement les traits d'Édouard Lemoine, plus jeune de 26 ans. Et la jeune fille, « Maman », murmura-t-elle, c'était Élodie, mais en plus jeune, rayonnante de bonheur, portant autour du cou ce collier de perles avec le papillon doré qu'elle ne quittait jamais. Les autres photos montrèrent le couple dans différentes situations, se promenant dans un parc, s'embrassant devant un pavillon, riant ensemble au bord d'un lac. L'amour qui les unissait était palpable. Même sur ces clichés jaunis, Sophie retourna la dernière photo. Au dos, une écriture féminine. Édouard et Paloma, été 1999. Notre dernier été ensemble. P. Dernière ligne de la lettre d'Inès. J'espère qu'un jour, quand le danger sera passé, vous pourrez vous retrouver. Tu mérites de connaître ton père. Et lui mérite de savoir qu'il a une fille remarquable. Sois forte, ma petite. La vérité fait parfois mal, mais elle libère toujours. Sophie resta assise pendant de longues minutes. Essayant d'assimiler ces révélations qui bouleversaient tout ce qu'elle croyait savoir sur sa vie, Édouard Lemoine était son père, l'homme qu'elle croisait dans les couloirs du cabinet, qu'elle respectait pour son intelligence et son intégrité, était son père. Et Sébastien, mon Dieu. Sébastien était son demi-frère. Elle repensa à leur complicité grandissante, à cette attraction qu'elle ressentait pour lui, et la nausée la saisit. Heureusement qu'il n'avait jamais. Son téléphone sonna, la faisant sursauter. Sébastien. Sophie, pardonnez-moi de vous appeler si tard, mais j'ai trouvé d'autres documents. Je pense qu'il faut qu'on se voie demain matin. Sébastien? Sa voix était étrangement rauque. Tout va bien? Vous avez une drôle de voix. Oui, ça va. Demain matin, c'est parfait. Sophie, il y a autre chose. Ma mère et ma grand-mère, je pense qu'elles préparent quelque chose de grave. Quel genre de chose? Je ne sais pas encore, mais ça concerne cet employé qui a été renvoyé, Élodie Martel. Sophie sentit son sang se glacer. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? J'ai intercepté une conversation téléphonique entre elles. Elle parlait d'elle et de quelqu'un appelé Paloma Petit. Les photos s'éparpillèrent sur le sol, alors que Sophie se levait brusquement. « Sébastien, il faut qu'on se voie maintenant. Maintenant, il est minuit passé. C'est urgent, plus urgent que vous ne le pensez. D'accord, où? Chez moi et Sébastien. Méfiez-vous de votre mère et de votre grand-mère, elles sont plus dangereuses que vous ne l'imaginez. » Après avoir raccroché, Sophie ramassa les photos et les étala sur sa table. Maintenant qu'elle savait, la ressemblance avec Édouard lui sautait aux yeux. La forme des yeux, la ligne de la mâchoire, cette façon de sourire. Elle comprenait maintenant pourquoi sa mère avait toujours refusé de parler de son père, pourquoi elle avait vécu cachée pendant toutes ces années, pourquoi elle semblait parfois si triste quand elle croyait que Sophie ne la regardait pas. Dans 1 heure, Sébastien serait là. Il faudrait qu'elle lui dise la vérité, qu'elle lui explique qu'ils étaient frères et sœurs, que leur famille était liée par un secret terrible. Et puis, il faudrait qu'elle appelle sa mère. Qu'elle lui dise qu'elle savait tout, qu'elle lui dise qu'il était temps que Paloma Petit sorte de l'ombre. Isabelle faisait les 100 pas dans le salon de Jacqueline, ses talons claquant nerveusement sur le parquet ciré. La confrontation avec Édouard l'avait ébranlée plus qu'elle ne voulait l'admettre. Son mari savait tout désormais, et cette certitude la rongeait depuis 3 jours. « Arrête de tourner en rond comme un animal en cage », grommela Jacqueline depuis son fauteuil roulant. « Tu me donnes le vertige. » Il sait tout, Jacqueline. Tout. Il connaît mon rôle dans l'empoisonnement. Il sait que Paloma est vivante. Il sait même pour son père. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire? Nous dénoncer à la police. Isabelle s'arrêta, se tourna vers la vieille femme avec une expression incrédule. Tu ne comprends pas. Il va nous détruire. Il va reconnaître cette fille, épouser cette traînée, et nous, on va se retrouver avec rien. Jacqueline eut un sourire amer. Tu te trompes, ma chère. Édouard ne fera rien qui puisse salir le nom des Lemoine. Il a trop de fierté pour ça. Tu es naïve. L'amour rend les gens stupides. Regarde-le. Il passe ses nuits devant chez elle comme un adolescent transi. C'était vrai. Depuis leur conversation révélatrice, Édouard avait abandonné toute discrétion. Il se rendait ouvertement chez Paloma chaque soir, et les domestiques commençaient à jaser. Isabelle avait même surpris des regards complices entre les employés, des chuchotements qui s'arrêtaient dès qu'elle apparaissait. Sébastien aussi pose trop de questions,
continua-t-elle. Il fouille dans mes comptes avec cette avocate, cette Sophie Moreau. Ah oui, la bâtarde, dit Jacqueline avec désinvolture. Justement, si elle découvre ses origines, si elle fait le rapprochement, elle ne découvrira rien. Cette fille ne sait même pas qui est son père. Isabelle s'assit en face de Jacqueline, se pencha vers elle. Écoute-moi bien, hier soir, j'ai vu Sébastien partir précipitamment de chez lui à minuit. Il avait l'air bouleversé. Et ce matin, il me regarde bizarrement, comme s'il savait quelque chose. Jacqueline fronça les sourcils, pour la première fois depuis le début de leur conversation. Elle semblait inquiète. « Tu crois qu'ils ont découvert ?» « J'en suis sûre. Et si c'est le cas, nous sommes fichus. Sébastien a une conscience. Contrairement à nous, il n'hésitera pas à tout révéler. » Le silence s'installa dans la pièce. Seulement troublé par le tic-tac de l'horloge ancienne et le bruit de la pluie contre les fenêtres, dehors, l'automne avait pris des allures d'hiver, et les jardins du domaine disparaissèrent dans la brume. « Il faut qu'on agisse, » dit finalement Isabelle, avant qu'il soit trop tard. « Qu'est-ce que tu proposes ?» Paloma. Il faut qu'elle disparaisse, définitivement, cette fois. Jacqueline la regarda longuement, pesant ses mots. Tu parles de meurtre. Je parle de survie. Si elle épouse Édouard, si Sophie est reconnue, nous perdons tout. La fortune, le statut, l'entreprise, tout. Et Édouard, tu crois qu'il va se contenter de pleurer sa mort une seconde fois? Isabelle eut un sourire cruel. Édouard sera trop occupé à gérer le scandale pour penser à autre chose. Parce que cette fois, Paloma ne mourra pas seule. Qu'est-ce que tu veux dire? Sophie aussi. Et si Sébastien devient trop gênant? Tu es folle? Jacqueline se redressa dans son fauteuil, ses yeux brillants de colère. Sébastien est mon petit-fils. Sébastien est un obstacle, comme son père l'était à l'époque. Jacqueline gifla Isabelle avec une force surprenante pour son âge. Le claquement résonna dans la pièce silencieuse. « Non, ne compare jamais mon fils à son grand-père. Jamais !» Isabelle porta la main à sa joue, ses yeux se remplissant de larmes de rage. « Tu préfères perdre tout ce pour quoi tu t'es battu plutôt que de faire ce qui est nécessaire. Il y a des limites à ne pas franchir. » « Des limites. » Isabelle rit amèrement. « Tu as tué ton mari, tu as voulu faire assassiner une fille de 17 ans, et tu me parles de limites ?» Jacqueline ferma les yeux, soudain très fatiguée. « J'avais mes raisons, des raisons que tu ne peux pas comprendre. Alors explique-moi. Explique-moi pourquoi tu as tué le père d'Édouard. » Le silence s'éternisa. Quand Jacqueline rouvrit les yeux, ils étaient voilés de larmes, parce qu'il allait découvrir la vérité sur l'argent. Quel argent? L'argent que j'avais détourné pour construire l'Empire Lemoine. L'argent volé à d'autres familles, à d'autres entreprises. Tout ce qu'on possède aujourd'hui est bâti sur des mensonges et du sang. Isabelle la regardait, abasourdie. Je veux dire que si la vérité éclate, nous irons toutes en prison. Toi pour tes détournements récents, moi pour tout le reste. Alors tu comprends qu'il faut agir? Jacqueline hocha lentement la tête. Mais pas Sébastien. Jamais Sébastien. D'accord, pas Sébastien. Mais Paloma et Sophie doivent disparaître. Comment? Isabelle se leva, se dirigea vers la fenêtre. Dehors, elle voyait les lumières du village au loin. Et quelque part dans cette obscurité, la femme qui menaçait de détruire sa vie. Un accident. Un incendie peut-être. L'appartement de Paloma est vieux, l'électricité défaillante. Et si elles ne sont pas chez elles, alors on les y attire. Édouard a prévu d'annoncer publiquement leur fiançailles samedi soir. J'ai entendu ses coups de téléphone. Il veut organiser une grande réception, inviter tout le gratin de la région. Ici, au domaine. Exactement. Il compte révéler l'existence de Sophie. La reconnaître officiellement. C'est l'occasion parfaite. Jacqueline réfléchissait, ses doigts tapotant nerveusement l'accoudoir de son fauteuil. Qu'est-ce que tu as en tête? Quelque chose de spectaculaire? Quelque chose qui ressemblera à un drame passionnel? Paloma qui tue Sophie par jalousie, puis se suicide, ou l'inverse? Personne ne croira ça. Si c'est bien mis en scène, si on plante les bons indices, la police ne creusera pas trop. Surtout si Édouard confirme que Paloma avait des tendances instables. Qu'elle était revenue pour se venger. Jacqueline la regardait avec un mélange d'admiration et de dégoût. Tu as vraiment pensé à tout. Il le faut. C'est notre dernière chance. Et les armes. Isabelle sourit, un sourire qui ne montait pas jusqu'à ses yeux. Ton mari collectionne les armes anciennes. Certaines sont encore en état de marche. Il suffira de les faire disparaître après. D'accord.
Jacqueline ferma les yeux, comme si elle scellait un pacte avec le diable, mais à une condition. Laquelle? Si quelque chose tourne mal, si on est découverte, je prends tout sur moi. Tout, tu n'étais au courant de rien. Isabelle fronça les sourcils. Pourquoi tu ferais ça? Parce que j'ai 78 ans et que je suis malade, parce que j'ai déjà du sang sur les mains et parce que... Elle hésita. Parce que je commence à me dire que j'ai peut-être eu tort. Tort? Tort de séparer Édouard de celle qu'il aimait. Tort de priver Sophie de son père. Tort de tout. Isabelle s'agenouilla devant le fauteuil roulant, prit les mains de Jacqueline dans les siennes. Il est trop tard pour les regrets. Il faut aller jusqu'au bout. Jacqueline hocha la tête. Ses larmes coulant silencieusement sur ses joues creusées. Samedi soir, alors, pendant la réception. Pendant la réception, elles restèrent ainsi quelques instants, unies dans leur projet macabre, pendant que dehors, la pluie redoublait d'intensité, comme si le ciel pleurait déjà les victimes à venir. Le grand salon du domaine des Lemoine brillait de 1000 feux en cette soirée de samedi. Les lustres en cristal de baccarat dispensaient une lumière dorée sur l'assemblée élégante qui se pressait autour des buffets dressés avec raffinement. Édouard avait vu les choses en grand pour annoncer ses fiançailles avec Paloma et présenter officiellement Sophie à la société. Paloma se tenait près de la cheminée, magnifique dans sa robe de soie bleue, nuit qui faisait ressortir l'éclat de ses yeux. Le collier de perles et son papillon doré brillaient à son cou, attirant les regards curieux des invités qui chuchotaient entre eux. Après 26 ans dans l'ombre, elle réapprenait à évoluer dans ce monde qu'elle avait fui. « Maman, tu es resplendissante », murmura Sophie en s'approchant d'elle, depuis leur réconciliation 3 jours plus tôt, quand Sophie avait découvert la vérité sur ses origines. Elles rattrapèrent le temps perdu. Sophie portait une robe émeraude qui mettait en valeur ses cheveux bruns, et dans ses yeux brillait le même éclat que celui de son père. « J'ai encore du mal à y croire », confessa Paloma, « que tout soit enfin possible. » Édouard les rejoignit, élégant dans son smoking noir. Il posa tendrement sa main sur l'épaule de Paloma, un geste simple qui ne passa pas inaperçu dans l'assemblée. « Dans quelques minutes, le monde entier saura la vérité, » dit-il. « Tu es prête ?» Paloma hocha la tête, puis regarda Sophie avec inquiétude. « Et toi, ma chérie, tu es sûre que tu veux que ton nom soit révélé ce soir ?» Sophie sourit, prenant la main de sa mère. « J'ai attendu 25 ans de connaître mon père, je ne vais pas reculer maintenant. » De l'autre côté du salon, Sébastien observait la scène avec un mélange d'émotion et d'appréhension. Depuis qu'il savait que Sophie était sa demi-sœur, il la regardait différemment. Cette complicité qu'il avait prise pour de l'attraction n'était en réalité que les liens du sang qui les rapprochaient. Il balaya la foule du regard. Cherchant sa mère, Isabelle évoluait parmi les invités avec son sourire de façade. Mais Sébastien la connaissait assez pour déceler la tension qui l'habitait. Ses gestes étaient trop précis, son rire trop aigu. Il avait intercepté plusieurs de ses communications ces derniers jours, des appels cryptés, des rendez-vous secrets avec sa grand-mère. Quelque chose se tramait, et il n'aimait pas ça. Son téléphone vibra, un message de son contact dans la sécurité privée, mouvement suspect détecté aile ouest, sujet armé. Le sang de Sébastien se glaça. L'aile ouest. C'était l'appartement de sa grand-mère. Et si quelqu'un était armé là-bas, il se faufila discrètement hors du salon, empruntant les couloirs de service pour éviter d'être vu. Arrivé dans l'aile ouest, il entendait des voix étouffées venant de chez Jacqueline. Plus le temps d'hésiter, il faut y aller maintenant, la voix d'Isabelle. Tendue, nerveuse. « Tu es sûre que ça va marcher ?» C'était Jacqueline, plus faible. « Fais-moi confiance. Dans 1 heure, tout sera fini. » Sébastien s'approcha de la porte entrebâillée, le cœur battant. Par l'interstice, il vit sa mère vérifier le chargeur d'un revolver ancien qu'elle glissait dans son sac. « Mon Dieu !» murmura-t-il malgré lui. Isabelle se figea, tourna brusquement la tête vers la porte. Qu'est-ce que c'était? Sébastien n'eut que le temps de se plaquer contre le mur. Sa mère sortit de la pièce, regarda à droite et à gauche, puis referma la porte derrière elle. Il attendit quelques secondes avant de la suivre discrètement. Isabelle se dirigeait vers le grand salon, mais au lieu d'y entrer, elle emprunta l'escalier de service qui menait aux étages supérieurs. Sébastien comprit immédiatement. Elle allait se positionner en hauteur, probablement dans la galerie qui surplombait le salon. De là, elle aurait une vue parfaite sur Paloma et Sophie. Il devait agir. Vite. Il dévala les escaliers,
traversa les cuisines en courant, bousculant les serveurs surpris. Dans le grand salon, Édouard venait de prendre la parole, réclamant l'attention de l'assemblée. « Mes chers amis, j'ai l'immense joie de vous annoncer mes fiançailles avec Paloma Petit. » Un murmure parcourut l'assistance. Beaucoup reconnaissaient ce nom. Cette histoire d'amour tragique qui avait défrayé la chronique 26 ans plus tôt. Sébastien se frayait un chemin à travers la foule, les yeux rivés sur la galerie. Il aperçut une silhouette qui se déplaçait dans l'ombre. Et j'ai également la joie de vous présenter ma fille. Sophie Moreau, fruit de notre amour. Cette fois, ce fut un véritable brouhaha. Les invités se tournèrent vers Sophie, qui rougissait sous les regards, la main serrée dans celle de sa mère. En haut, dans la galerie, Isabelle ajustait sa position, le revolver pointé vers le groupe près de la cheminée. Son doigt se crispa sur la détente. « Attention !» hurla Sébastien en se précipitant vers Paloma et Sophie. Le coup de feu claqua dans le silence soudain du salon. Sébastien plongea devant Paloma au moment où la balle sifflait, la percutant en pleine poitrine. Il s'effondra dans les bras de Sophie, du sang coulant de sa bouche. Sébastien. Sophie le rattrapa, s'agenouilla avec lui sur le marbre froid. Sébastien, reste avec moi. Autour d'eux, c'était la panique. Les invités criaient, se bousculèrent vers les sorties. Édouard se précipita vers son fils, Paloma serrant Sophie contre elle. « Mon fils, mon fils !» Édouard prit Sébastien dans ses bras, ses mains tremblantes tentant de comprimer la blessure. Sébastien leva péniblement les yeux vers Sophie, un sourire douloureux sur ses lèvres ensanglantées. « Ma sœur !» chuchota-t-il. « Protège la vérité. Ne parle pas, reste avec nous. » Sophie pleurait, ses larmes tombant sur le visage de son demi-frère. L'héritage ne vaut rien face à la famille. Sa voix s'affaiblissait, ses yeux se voilaient. « Sébastien !» Sophie le secoua doucement. « Sébastien !» Mais il était parti, un dernier souffle s'échappant de ses lèvres dans un sourire paisible. Dans la galerie, Isabelle avait lâché l'arme, ses mains tremblant violemment. Elle n'avait pas voulu ça. Pas Sébastien. Pas son fils à elle aussi. D'une certaine façon. « Maman !» Le cri déchirant d'Édouard résonna dans le salon désert. Jacqueline apparut dans son fauteuil roulant, poussée par un domestique. En voyant Sébastien mort dans les bras de son père, elle porta les mains à sa poitrine, ses yeux s'écarquillant d'horreur. « Mon petit-fils !» Un râle s'échappa de sa gorge. « Mon petit-fils !» Son cœur, déjà fragile, ne supporta pas le choc. Elle s'affaissa dans son fauteuil, terrassée par un infarctus foudroyant. « Ah, Madame Jacqueline !» Le domestique affolé tentait de la ranimer, mais c'était trop tard. Les sirènes de police retentissaient déjà au loin, alertées par les invités en fuite. Isabelle descendit lentement les escaliers, les mains en l'air, vaincue. Les policiers l'entourèrent, mais elle ne résistait pas. Son regard était fixé sur le corps de Sébastien, ce jeune homme qu'elle avait vu grandir, qu'elle avait fini par aimer comme son propre fils. « Je me rends », dit-elle simplement. « C'est moi qui ai tiré. » Sophie tenait toujours Sébastien contre elle, refusant de croire qu'il était parti. Paloma et Édouard s'étaient agenouillés près d'eux, unis dans la douleur et le deuil. « Il m'a sauvé la vie », murmura Paloma à travers ses larmes. « Il nous a sauvé la vie. » Édouard caressa tendrement le visage de son fils, ce fils qu'il n'avait jamais vraiment compris, mais qui venait de prouver sa noblesse d'âme par ce geste ultime. Il avait raison, chuchota-t-il. La famille vaut plus que tout. Dans le grand salon dévasté du domaine des Lemoine, parmi les verres brisés et les fleurs piétinées, 3 générations d'amour et de haine venaient de se consumer dans le sang et les larmes. 3 semaines s'étaient écoulées depuis cette nuit tragique au domaine des Lemoine. Le grand salon, théâtre du drame, était resté fermé, ses meubles recouverts de draps blancs comme des fantômes silencieux. Seules les traces de craie sur le marbre témoignaient encore de l'endroit où Sébastien était tombé. Dans son bureau, l'inspecteur Martin Dubois relisait pour la 10e fois le dossier qui s'étalait devant lui. 40 ans de carrière dans la police lui avaient appris à démêler les affaires les plus complexes, mais celle-ci dépassait tout ce qu'il avait pu voir. Un double meurtre. Enfin, un meurtre et un décès par crise cardiaque. Une tentative d'assassinat qui avait mal tourné, et surtout, des révélations qui remontaient à 26 ans et impliquaient 3 générations de la même famille. « Inspecteur !» Sa jeune assistante, Claire Moreau, passa la tête par la porte. « Madame Lemoine demande à vous voir. »« Laquelle ?»
demanda Dubois avec amertume. Il y avait eu tant de Madame Lemoine dans cette affaire. Jacqueline, la matriarche décédée, dont il découvrait chaque jour de nouveaux crimes. Isabelle, l'épouse meurtrière en attente de jugement, et maintenant Paloma, officiellement fiancée à Édouard. Isabelle Lemoine, son avocat l'accompagne. Dubois soupira. Depuis son arrestation, Isabelle Lemoine avait gardé le silence, se contentant de répéter qu'elle assumait entièrement ses actes. Son avocat, un ténor du barreau parisien, tentait de plaider la légitime défense psychologique. Mais personne n'y croyait vraiment. Faites-la entrer. Isabelle apparut, méconnaissable. En 3 semaines de détention provisoire, elle avait perdu ce vernis de femme du monde qui la caractérisait. Ses cheveux étaient ternes, son teint blafard, ses yeux cernés. Elle s'assit face au bureau de Dubois, ses mains menottées posées sur ses genoux. « Madame Lemoine, votre avocat m'a dit que vous souhaitiez faire une déclaration complémentaire. » Isabelle hocha la tête, ignorant les regards inquiets de son conseil. « Je veux tout avouer, tout. Isabelle, je vous déconseille fortement, » commença l'avocat. « Taisez-vous. » Elle se tourna vers lui avec une violence qui surprit Dubois. « J'en ai assez des mensonges, assez des secrets. Sébastien est mort à cause de moi, et je ne peux plus vivre avec ça. » Dubois mit en marche son enregistreur. « Je vous écoute. L'empoisonnement d'Édouard, c'était moi, pas Élodie Martel. J'ai utilisé de la digitaline, la même substance que Jacqueline avait employée pour tuer son mari. » L'avocat se prit la tête entre les mains, mais Isabelle continuait, les mots se déversant comme un torrent libérateur. « Jacqueline m'avait tout raconté, comment elle avait fait assassiner son mari quand il menaçait de révéler leurs crimes financiers, comment elle avait voulu éliminer Paloma Petit, tout l'empire Lemoine est bâti sur le meurtre et le vol, inspecteur. » Dubois prenait des notes, fasciné malgré lui par ces révélations qui recomposaient entièrement l'histoire de cette famille. Les détournements de fonds que Sébastien avait découverts, c'était de la petite bière comparée à ce que Jacqueline avait fait, des millions d'euros volés à d'autres entreprises, des chantages, des corruptions. Elle tenait des dossiers sur tout le monde. Où sont ces dossiers ? Dans le coffre secret de sa chambre. Derrière le portrait de son mari, l'homme qu'elle a tué, Dubois nota l'information. Les perquisitions dans les appartements de Jacqueline avaient été superficielles jusqu'à présent, par respect pour le deuil de la famille. Et le soir du meurtre, Isabelle ferma les yeux, revivant cette soirée cauchemardesque. On avait tout planifié. Je devais tuer Paloma et Sophie, faire croire à un drame passionnel. Jacqueline avait accepté de prendre la responsabilité si on était découverte. Elle disait qu'elle n'en avait plus pour longtemps de toute façon. Mais Sébastien a tout gâché. Mon fils. Sa voix se brisa. Mon fils que j'ai élevé, qui me faisait confiance. Il m'a vu avec larmes, il a compris. Et quand j'ai tiré, il s'est jeté devant Paloma. Elle pleurait maintenant, des larmes silencieuses qui coulaient sur ses joues creusées. Il est mort en me regardant, inspecteur, en sachant que sa propre mère avait essayé de commettre un meurtre. Dubois lui tendit un mouchoir, ému malgré lui par cette détresse sincère. Pourquoi tout ça, Madame Lemoine ? Pourquoi tant de haine ? Parce que j'avais peur. Peur de perdre ma position, mon statut, mon argent. Édouard n'avait jamais cessé d'aimer Paloma, et quand elle est revenue, j'ai su que j'allais tout perdre. Elle leva les yeux vers lui, et Dubois il eut une lassitude infinie. Vous savez ce qui est le plus ironique ? Édouard m'aurait probablement laissé une partie de la fortune même après son divorce. Il n'est pas méchant, juste, obsédé par cette femme, mais l'avarice et la jalousie m'ont rendue folle. L'interrogatoire se poursuivit pendant 2 heures. Isabelle livrait tous les secrets de la famille Lemoine avec une précision chirurgicale, comme si elle se confessait avant de mourir. Quand elle repartit vers sa cellule, Dubois avait de quoi alimenter l'enquête pendant des mois. Corruption, fraude fiscale, meurtre, tentative de meurtre. La liste des crimes était impressionnante. Il décrocha son téléphone pour appeler le procureur, puis se ravisa. Il fallait d'abord qu'il vérifie ses informations sur le coffre secret. 1 heure plus tard, il se trouvait dans les appartements de feu Jacqueline Lemoine. Accompagné de techniciens de la police scientifique, le portrait du défunt mari de Jacqueline trônait au-dessus de la cheminée, représentant un homme aux traits fins et aux yeux bienveillants. Un drôle d'ironie, murmura Dubois en observant le tableau. Cacher ses crimes derrière le portrait de sa première victime. Il fallut 10 minutes aux techniciens pour trouver le mécanisme secret. Le tableau pivota, révélant un coffre-fort encastré dans le mur, à l'intérieur, des dizaines de dossiers soigneusement classés,
Dubois en ouvrit quelques-uns au hasard et siffla entre ses dents. Jacqueline Lemoine avait bien fait ses devoirs. Photos compromettantes, documents financiers, enregistrements, un véritable arsenal de chantage. Au fond du coffre, une dernière enveloppe portait la mention « Pour Édouard, à n'ouvrir qu'après ma mort ». Dubois l'ouvrit avec précaution, une lettre manuscrite, d'une écriture tremblante mais lisible. « Mon fils, si tu lis cette lettre, c'est que je ne suis plus de ce monde et que mes crimes ont été découverts. Je ne te demande pas de me pardonner, car je sais que c'est impossible. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour préserver notre famille, notre nom, notre fortune, mais en voulant tout sauver. J'ai tout détruit. J'ai tué l'homme que j'aimais. J'ai séparé de la femme que tu aimais. J'ai privé ma petite fille de ses parents. L'argent que tu hériteras est taché de sang. Fais-en ce que tu veux. Mais sache qu'il ne t'apportera jamais le bonheur. Le bonheur, tu l'as retrouvé avec Paloma et Sophie. Épouse-la, aime-la, rattrape le temps perdu et oublie-moi, ta mère, qui t'a toujours aimé malgré tout, Jacqueline. Dubois replia la lettre. Pensif, même dans la mort, Jacqueline Lemoine essayait de racheter ses fautes, mais certains actes étaient irréparables. Il quitta le domaine à la tombée de la nuit. Demain, il faudrait informer Édouard de toutes ses découvertes. Il faudrait rouvrir des enquêtes vieilles de 26 ans, identifier les victimes de Jacqueline, rendre justice à tous ceux qu'elle avait broyés. Mais ce soir, Dubois préférait penser à Paloma et Édouard, qui tentaient de reconstruire leur amour sur les cendres du passé, à Sophie, qui découvrait enfin sa vraie famille, à Sébastien, qui avait payé de sa vie son courage et son intégrité. La justice humaine ferait son œuvre, Isabelle serait jugée et condamnée, l'Empire Lemoine s'effondrerait probablement sous le poids des révélations. Mais l'amour, lui, survivrait à tout cela. Parce que l'amour avait cette force mystérieuse de renaître de ses cendres, plus fort qu'avant. 6 mois plus tard, le petit village de Sainte-Croix-les-Pins avait retrouvé sa tranquillité après les mois de tumulte médiatique qui avaient suivi l'affaire Lemoine. Les journalistes étaient repartis. Les curieux s'étaient lassés. Et la vie avait repris son cours normal dans la campagne française, dans la petite église du village. Paloma ajustait son voile simple devant le miroir de la sacristie. À 43 ans, elle rayonnait d'un bonheur serein qui effaçait les années de souffrance. Sa robe de mariée, d'un blanc cassé élégant, était loin du faste qu'aurait pu s'offrir l'épouse d'Édouard Lemoine. Mais elle reflétait parfaitement ce qu'ils avaient là voulu. Une cérémonie intime, authentique, loin des fastes et des apparences. « Tu es magnifique, maman. » Sophie se tenait derrière elle, resplendissante dans sa robe de demoiselle d'honneur couleur lavande. Ces 6 derniers mois avaient transformé la jeune femme. Après avoir quitté son poste au cabinet parisien, elle avait décidé de se consacrer à une cause qui lui tenait à cœur. « J'ai reçu confirmation ce matin, » dit-elle en souriant. « La maison des enfants Sébastien ouvrira ses portes le mois prochain. » Paloma se retourna, ses yeux brillants de fierté et d'émotion. « Il serait si fier de toi. » Transformer sa mort en quelque chose de beau, d'utile. Sophie hocha la tête, touchant machinalement la petite broche en forme de papillon qu'elle portait au revers de sa robe, un cadeau de Sébastien qu'elle avait trouvé sur son bureau après sa mort, accompagné d'un mot « Pour ma sœur, qui saura toujours voler de ses propres ailes, 20 enfants orphelins auront un toit, une éducation, une chance dans la vie. » C'est exactement ce qu'il aurait voulu. La fondation avait été créée avec une partie de l'héritage d'Édouard. Après les révélations sur l'origine criminelle de la fortune familiale, il avait décidé de restituer l'essentiel des biens mal acquis et de consacrer le reste à des œuvres caritatives. L'enquête avait été impitoyable. Isabelle avait été condamnée à 15 ans de prison pour tentative de meurtre et meurtre involontaire. Elle purgeait sa peine dans une prison de la région parisienne. Refusant systématiquement les visites qu'Édouard tentait de lui proposer, les crimes de Jacqueline, eux, avaient été révélés au grand jour. Plus de 30 familles avaient retrouvé des biens spoliés, des entreprises avaient été dédommagées, l'Empire Lemoine s'était effondré comme un château de cartes. Mais paradoxalement, cette chute avait libéré Édouard d'un poids qu'il portait sans le savoir depuis des années. « Il est temps, mes chéris !» La voix douce du père Martineau, le vieux curé du village qui avait accepté de célébrer la cérémonie, les rappela à la réalité. Paloma prit une dernière inspiration. Ajusta son collier de perles, ce fameux collier au papillon doré qui avait tout déclenché. Dans la nef,
Une trentaine de personnes les attendaient, des amis sincères, quelques collègues de Sophie, les employés du domaine qui étaient restés fidèles à Édouard malgré le scandale. Une assemblée modeste mais chaleureuse, qui contrastait avec les fastes de la réception tragique 6 mois plus tôt. Édouard se tenait devant l'autel, ému en voyant apparaître Paloma au bras de Monsieur Dubois. L'inspecteur avait accepté de conduire la mariée à l'hôtel, touché par l'histoire de cette femme qui avait survécu à tant d'épreuves. À 58 ans, Édouard avait lui aussi changé. Plus mince, les cheveux entièrement grisonnants, il portait les stigmates de ces mois difficiles. Mais dans ses yeux brillait une paix qu'on ne lui avait pas vue depuis des décennies. « Mes chers amis », commença le père Martineau de sa voix éraillée par l'âge. « Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'union d'Édouard et Paloma, 2 âmes qui ont trouvé le chemin l'une vers l'autre malgré les épreuves, malgré le temps, malgré les mensonges qui les avaient séparés. Paloma et Édouard se faisaient face, leurs mains entrelacées, leurs regards plongés l'un dans l'autre. 26 ans après leur séparation forcée, ils échangeaient enfin les vœux qu'ils avaient rêvé de prononcer. « Paloma », dit Édouard, sa voix tremblant légèrement. « Tu as été ma première pensée chaque matin, ma dernière chaque soir pendant toutes ces années. Tu es revenue vers moi, et avec toi, tu as ramené l'amour. L'espoir est le plus beau des cadeaux, notre fille. Je promets de te chérir, de te protéger et de rattraper tout le temps perdu. » « Édouard, » répondit Paloma, les larmes aux yeux. « J'ai fui pour nous protéger, mais mon cœur n'est jamais parti. Il est resté ici, avec toi, à t'attendre. Aujourd'hui, je reviens à la maison. Je promets de t'aimer comme au premier jour, de construire avec toi la famille que nous avons toujours rêvée. » L'échange des alliances se fit dans un silence ému. Des alliances simples, gravées de leur prénom et de la date de leur première rencontre, 15 mai 1999. « Vous pouvez embrasser la mariée », déclara le père Martineau avec un sourire malicieux. Leur baiser fut tendre, chargé de toutes les émotions refoulées, de tous les regrets transformés en espoir. Dans l'assistance, il n'y avait pas un œil sec. La réception se déroula dans le petit restaurant du village que Paloma et Édouard avaient privatisé. Rien à voir avec les fastes du domaine des Lemoine, des nappes à carreaux, des bouquets de fleurs des champs, un accordéoniste local qui égrenait des mélodies nostalgiques. Sophie se leva pour porter un toast, levant son verre de champagne vers les nouveaux époux. « À mes parents », dit-elle, sa voix portant dans le silence attentif. « Ma secte, qui m'ont appris que l'amour véritable résiste à tout, au mensonge, à la séparation, à la mort même, à Sébastien, qui nous regarde d'en haut et qui sourit de nous voir réunis, et à tous les enfants de la maison Sébastien, qui grandiront en sachant que même dans l'obscurité, il y a toujours une lumière qui les attend. » À l'amour, reprirent en chœur les invités, tandis que la soirée se poursuivait dans la joie et la simplicité. Paloma et Édouard s'éclipsèrent quelques instants sur la terrasse du restaurant. Le soleil se couchait sur la campagne française, peignant le ciel de roses et d'or. « Des regrets ?» demanda Édouard, en passant son bras autour de la taille de sa femme. « Aucun », répondit Paloma en se blottissant contre lui. « Tout ce que nous avons vécu nous a menés ici, à ce moment. Sophie est devenue une femme extraordinaire. Toi, tu as appris ce qui compte vraiment dans la vie. Et moi j'ai appris qu'on peut survivre à tout quand on a l'amour pour guide. » Ils restèrent ainsi enlacés, regardant le jour décliner sur leur nouvelle vie. Au loin, les lumières du village s'allumaient une à une, comme autant d'étoiles terrestres qui les bénissaient. Le domaine des Lemoine avait été vendu à une fondation qui en avait fait un centre d'accueil pour familles en difficulté. Les jardins où Paloma et Édouard avaient vécu leur premier amour résonnaient désormais des rires d'enfants. La vie avait repris ses droits sur les pierres chargées d'histoire. Sophie avait trouvé sa voie dans l'aide à l'enfance, transformant sa douleur en force pour aider les autres. Édouard avait découvert qu'on pouvait être heureux sans fortune, que l'amour valait tous les empires du monde. Et Paloma avait enfin le droit d'être elle-même, librement, sans masque, sans peur. Madame Lemoine, mais surtout et avant tout, la femme aimée d'Édouard, la mère de Sophie, celle qui était rentrée chez elle après un quart de siècle d'exil. Le papillon doré de son collier brillait doucement dans la lumière du couchant, symbole de métamorphose et de renaissance. Comme eux, il avait traversé l'obscurité pour retrouver la lumière. L'amour avait vaincu.